La mère célibataire accepte de s'occuper des triplés du millionnaire froid. Les enfants sont rebelles, en manque d'affection, et rejettent tout attachement. Avec amour et fermeté, elle transforme la douleur en liens familiaux. Mais quand le millionnaire s'en aperçoit, tout échappe à son contrôle. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Hélène ajusta son badge improvisé sur son uniforme emprunté. Tandis qu'elle montait les marches de marbre de l'imposante demeure, ses mains tremblèrent légèrement, non pas à cause de la grandeur du lieu, mais du poids de la responsabilité qu'elle portait. Dans son minuscule appartement, Michel, son fils de 6 ans, était sous la garde de sa voisine, une gentillesse qui ne pourrait pas durer longtemps. L'opportunité était apparue comme un cadeau inattendu. Un poste de nounou dans l'une des familles les plus riches de la ville, avec un salaire 3 fois supérieur à son emploi actuel à temps partiel dans un snack-bar. L'appel de l'agence d'emploi était arrivé la veille au soir, alors qu'elle comptait les pièces pour acheter les médicaments de Michel. « Madame Hélène Martin !» La voix grave du majordome résonna dans le hall d'entrée, interrompant ses pensées. « Monsieur Richard Moreau vous attend dans son bureau. » Elle suivit l'homme dans les couloirs décorés d'œuvres d'art qui semblaient coûter plus que toutes ces années de loyer réunies. Ses ballerines usées faisaient un bruit léger sur le sol poli, lui rappelant constamment sa place dans cet univers parallèle de luxe et de privilèges. Le bureau était une pièce imposante, avec des étagères du sol au plafond remplies de livres reliés en cuir. Derrière un massif bureau en acajou, un homme d'environ 40 ans l'observait avec des yeux pénétrants et une expression sévère. Richard Moreau avait l'air de quelqu'un qui souriait rarement. « Vos références sont intéressantes », commenta-t-il sans la saluer, feuilletant un dossier. « Expérience en crèche populaire, animatrice de loisirs. Ce n'est pas exactement le profil que nous recherchions. » Hélène sentit son estomac se nouer. « Monsieur Moreau, je peux vous assurer que... » Cependant, l'interrompit-il, quelque chose de particulier s'est produit dans le processus de sélection. Il y a eu une confusion avec les CV et vous avez été appelé par erreur. Je l'ai découvert il y a quelques minutes. Le silence qui suivit fut assourdissant. Hélène pouvait entendre les battements accélérés de son propre cœur. Toute la planification qu'elle avait faite, tous les comptes qu'elle avait mentalement réorganisés, s'effondraient devant ses yeux. « Mais puisque vous êtes là, poursuivit Richard, la surprenant, je vais vous proposer quelque chose de différent. 3 jours d'essai, sans engagement des deux côtés. J'ai besoin de quelqu'un qui commence immédiatement, et la candidate initiale ne serait disponible que la semaine prochaine. » Avant qu'Hélène ne puisse complètement assimiler la proposition, un bruit de verre brisé résonna dans le couloir, suivi de cris d'enfants. Richard ne scia même pas, comme si cela faisait partie de sa routine. « Ce sont mes fils », expliqua-t-il sans montrer d'émotion. « Des triplés de 8 ans, Lucas, Mathieu et Jean. Le dernier diagnostic que nous avons reçu suggère que Jean pourrait être neuroatypique, mais nous n'en sommes pas encore certains. Les 5 autres nounous qui sont passés par ici cette année n'ont pas tenu plus de 2 semaines. » Hélène déglutit mais resta ferme. « Je peux commencer tout de suite. » Richard haussa un sourcil, premier signe que quelque chose l'avait surpris. « Vous ne voulez pas connaître le salaire? Les conditions? Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Moreau, j'ai besoin de ce travail. Et d'après ce que j'ai entendu dans le couloir, vous avez besoin d'aide urgemment. Nous pourrons discuter des détails après que j'aurai rencontré les enfants. » Un nouveau fracas, cette fois plus proche, fit trembler le lustre du bureau. Richard se leva ajustant son costume impeccable. « Très bien, Hélène. Je vais vous présenter aux garçons. Mais avant, je dois vous faire comprendre une chose. Cette maison a des règles strictes. La principale est de ne jamais, sous aucun prétexte, mentionner Béatrice, leur mère. C'est un sujet interdit. » Hélène acquiesça même si elle sentait un pincement au cœur. En tant que mère, elle ne pouvait pas imaginer des enfants à qui l'on interdisait de parler de celle qui les avait mis au monde. Mais elle garda cette réflexion pour elle-même. Elle avait 3 jours pour prouver sa valeur et ne pouvait pas se permettre le luxe de commencer en remettant en question les règles de la maison. En sortant du bureau, ils trouvèrent 3 garçons identiques arrêtés dans le couloir, observant les débris d'un vase ancien éparpillé sur le sol. Leur regard était un mélange de défi et de curiosité. Hélène prit une profonde inspiration, sachant que son véritable test ne faisait que commencer.
Les triplés étaient identiques à première vue, mais Hélène remarqua rapidement les différences subtiles dans leurs expressions. Lucas, le plus grand de quelques centimètres, maintenait une posture défensive, comme un petit gardien. Mathieu se mordait la lèvre inférieure, trahissant son anxiété. Et Jean, celui qu'elle devina être neuroatypique, balançait légèrement, son corps d'avant en arrière, ses yeux fixés sur un point invisible du mur. « Les garçons, voici Hélène. Elle sera votre nouvelle nounou pendant les 3 prochains jours, » annonça Richard avec la même froideur qu'il avait montrée dans le bureau. « J'espère que vous vous comporterez convenablement cette fois. » Sans attendre de réponse, il consulta sa montre et ajouta « J'ai une visioconférence dans 5 minutes. Hélène, le majordome vous montrera les lieux et vos attributions. » Et ainsi, aussi brusquement qu'il était apparu, Richard Moreau disparut, laissant un lourd silence dans l'air. Hélène observa les 3 enfants qui étaient maintenant sous sa responsabilité, essayant de décider de la meilleure approche. Alors, commença-t-elle avec un sourire bienveillant, « Qui va m'aider à nettoyer ces débris avant que quelqu'un ne se blesse ?» Lucas croisa les bras. « Vous allez nous dénoncer à notre père ?»« Dénoncer quoi? Pour autant que je sache, les accidents arrivent, » répondit Hélène, s'agenouillant déjà pour commencer le nettoyage. « Mais ce serait génial d'avoir de l'aide pour éviter qu'ils ne se reproduisent. » Mathieu fut le premier à s'approcher, prenant la petite pelle que le majordome avait discrètement laissée à proximité. Jean restait dans son propre monde, mais ses yeux se tournaient occasionnellement vers le mouvement du balai sur le sol. Tout en travaillant, Hélène entama une conversation décontractée. « Vous savez, mon fils Michel est aussi un expert en accidents domestiques. La semaine dernière, il a essayé de faire un milkshake tout seul et a transformé notre cuisine en patinoire. » La mention de Michel capta l'attention des 3 garçons. Ce fut Jean qui demanda, sa voix étonnamment claire. « Vous avez un fils ?»« Oui, il a 6 ans et adore dessiner. Principalement des super-héros dans des situations insolites, comme Batman faisant ses courses au supermarché. » Un petit sourire apparut sur le visage de Jean, le premier qu'Hélène avait vu chez l'un des garçons. Lucas, cependant, restait sceptique. « Pourquoi n'est-il pas ici avec vous ? Parce que je dois d'abord vous connaître, n'est-ce pas ? Voir si nous nous entendons bien, si la maison est sûre pour lui, » expliqua Hélène avec honnêteté. « Il est avec notre voisine aujourd'hui. »« Et son père ?» demanda timidement Mathieu. Hélène prit une profonde inspiration. « Nous ne sommes que tous les 2. Parfois, les familles se présentent sous différentes formes. » Le commentaire suscita un silence réfléchi parmi les garçons. Hélène réalisa qu'elle avait touché un point sensible et changea rapidement de sujet. « Et si vous me montriez vos endroits préférés de la maison ?» Jean, qui jusque-là avait gardé ses distances, fit un pas en avant. « Je peux vous montrer ma collection de miniatures. J'adorerais voir ça, » répondit Hélène avec un intérêt sincère. Tandis qu'il suivait Jean dans le couloir, Hélène remarqua que Lucas et Mathieu échangèrent des regards significatifs. Plus tard, elle découvrirait qu'aucune des nounous précédentes n'avait manifesté un réel intérêt pour les collections obsessives de Jean, les considérant simplement comme un symptôme supplémentaire de son comportement difficile. Dans la chambre de Jean, des étagères méticuleusement organisées présentaient des centaines de miniatures d'animaux, chacune positionnée selon un angle spécifique. Le garçon commença à expliquer son système de classification, ses yeux brillants d'enthousiasme. « Voici la section des félins », expliqua-t-il, pointant vers une rangée de petits chats. Ils sont organisés par taille, couleur et habitat naturel. Hélène observa attentivement, posant des questions pertinentes qui rendaient Jean de plus en plus animé. Du coin de l'œil, elle remarqua que Lucas et Mathieu s'approchaient progressivement, leur curiosité l'emportant sur leur méfiance initiale. La séance de présentation fut interrompue par la sonnerie du téléphone d'Hélène. C'était sa voisine, lui rappelant qu'elle devait sortir dans 2 heures. La réalité de ses propres défis revint avec force, mais Hélène garda son sang-froid. « Les garçons, je dois passer un appel rapide. Pouvons-nous continuer cela plus tard? Vous promettez ?» demanda Jean avec une vulnérabilité touchante dans sa voix. « Je promets. Et qui sait, demain je pourrai peut-être apporter quelques dessins de Michel pour vous les montrer. » Pour la première fois, les 3 frères semblèrent unanimement intéressés par quelque chose. Hélène,
quitta la chambre en sentant qu'elle avait remporté une petite victoire, mais sachant que les véritables défis étaient encore à venir. En moins de 2 heures, elle devrait trouver une solution pour Michel, et en 3 jours, prouver que son erreur d'embauche pourrait être la meilleure décision que Richard Moreau ait jamais prise. La première semaine d'Hélène dans la demeure se déroula comme des montagnes russes émotionnelles. Les 3 jours initiaux d'essai se transformèrent en 7 lorsque Richard, sans grandes explications, continua simplement à agir comme si elle était une employée permanente. Ce qu'il ne savait pas, c'est que chaque minute supplémentaire représentait une petite victoire dans la bataille personnelle d'Hélène. Le plus grand défi n'était pas les triplés, mais la logistique pour s'occuper de Michel. Sa voisine, Madame Simone, ne pouvait plus le garder toute la journée, et les écoles à temps plein avaient déjà clos leurs inscriptions. Ce fut lors d'un après-midi particulièrement tendu, alors qu'Hélène organisait mentalement ses options de plus en plus limitées, que Jean la surprit avec une observation. « Pourquoi Michel ne vient-il pas ici ?» La question, posée pendant une session d'organisation des miniatures, prit Hélène au dépourvu. Jean initiait rarement des conversations, préférant répondre quand on l'interrogeait. Plus surprenant encore fut de voir Lucas et Mathieu, qui jouaient dans l'autre coin de la chambre, s'arrêter pour écouter la réponse. « Ce n'est pas si simple, Jean. Votre père devrait autoriser et… » Hélène commença mais fut interrompue par Lucas. « On peut lui demander, » suggéra le garçon, son habituelle attitude défensive cédant la place à un enthousiasme contenu. « Il y a beaucoup d'espace ici, et on promet de prendre soin de lui. » Mathieu, toujours le plus sensible des trois, ajouta « Il peut rester dans la chambre d'amis de notre étage. Personne ne l'utilise de toute façon. » Hélène sentit un nœud dans sa gorge. En seulement une semaine, elle avait été témoin de petits changements chez les garçons. Jean souriait plus fréquemment. Lucas avait légèrement baissé sa garde, et Mathieu était moins anxieux. La possibilité d'amener Michel plus près était tentante, mais aussi effrayante. « Je vais réfléchir à la façon d'en parler à votre père, » promit-elle, sachant que ce serait une discussion délicate. L'opportunité se présenta ce soir-là même, lorsque Richard rentra plus tôt du travail. Hélène le trouva dans son bureau, révisant des documents avec sa concentration habituelle et sévère. « Monsieur Moreau, puis-je avoir un moment ?» Il leva les yeux de ses papiers, son expression illisible. « Un problème avec les garçons ?»« Non, en fait. Ils se portent étonnamment bien. C'est à propos de mon fils, Michel. » Le silence qui suivit fut tendu, mais Hélène poursuivit. « J'ai des difficultés à organiser sa garde pendant la journée, et les enfants ont suggéré. Eh bien, ils ont suggéré qu'ils viennent ici. » Richard posa son stylo s'adossant à sa chaise. « Les enfants ont suggéré ?» Oui, c'était leur idée, principalement celle de Jean. La mention du fils le plus introverti sembla véritablement capter l'attention de Richard. « Jean a parlé de ça ?»« Il a parlé davantage ces derniers jours, » expliqua Hélène. « De plusieurs sujets, en fait. Hier, il m'a expliqué tout son système de classification des miniatures. Saviez-vous qu'il les organise non seulement par espèces, mais aussi par habitat et habitudes alimentaires ?» Une ombre d'émotion traversa le visage de Richard. « Béatrice avait l'habitude, » commença-t-il, mais s'interrompit brusquement, comme s'il avait enfreint sa propre règle. Hélène fit semblant de ne pas remarquer ce faux pas, gardant l'accent sur la question principale. « Je comprends si ce n'est pas possible, mais j'ai pensé que nous devrions envisager cette option. Michel a 6 ans, il est calme et… a-t-il des problèmes de santé ?» La question directe prit Hélène par surprise. « Oui, il a une condition respiratoire qui nécessite des soins constants. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai besoin d'un emploi stable. » Richard resta silencieux pendant plusieurs minutes, son regard fixé sur un cadre photo posé face contre bureau, le seul objet personnel visible dans le bureau austère. « Amenez-le demain, » dit-il finalement. « Nous verrons comment cela fonctionne pendant quelques semaines. Mais vous devrez signer des clauses supplémentaires dans le contrat et toute dépense médicale sera sous votre responsabilité. » Bien sûr, je comprends parfaitement. Alors qu'Hélène se tournait pour partir, la voix de Richard la retint. « Et Hélène, comment va Jean vraiment ?» C'était la première fois qu'elle l'entendait manifester un intérêt sincère pour l'un de ses fils. « Il est brillant, monsieur Moreau. Il a juste besoin de quelqu'un qui comprenne sa façon unique de voir le monde. » Ce soir-là, en allant chercher Michel chez Madame Simone, Hélène se permit de sourire vraiment pour la première fois depuis des semaines.
Le lendemain, sa petite famille aurait une nouvelle adresse, même temporaire. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce changement déclencherait une série d'événements qui transformeraient non seulement sa vie, mais aussi celle de tous les habitants de cette demeure apparemment froide. L'arrivée de Michel à la demeure fut comme un rayon de soleil traversant d'épais nuages. Le garçon, avec ses grands yeux curieux et son sourire facile, apporta une énergie différente à l'environnement austère. Ses dessins colorés, qui auparavant n'ornaient que les murs du petit appartement, commençaient maintenant à apparaître discrètement dans les coins de la maison, comme de petites fleurs poussant dans un jardin abandonné depuis longtemps. Les triplés, surtout Jean, développèrent une fascination immédiate pour Michel. Le garçon avait un talent naturel pour comprendre le monde particulier de Jean, acceptant ses explications détaillées sur les miniatures avec un intérêt sincère et contribuant avec ses propres observations à travers des dessins. « Regarde, Jean, j'ai dessiné ce lion comme tu l'as expliqué », montra Michel un jour fier de son travail artistique, avec la crinière plus grande parce qu'il vient d'un climat froid, comme cette miniature spéciale que tu as. Jean, qui manifestait rarement des émotions intenses, serra le dessin contre sa poitrine. Lucas et Mathieu, observant la scène, échangèrent des regards significatifs. C'était la première fois qu'ils voyèrent leur frère se connecter aussi naturellement avec quelqu'un. Cependant, tout n'était pas rose. La troisième nuit après son arrivée, Michel eut une grave crise respiratoire. Hélène, habituée à ces urgences, agit avec rapidité et efficacité. Mais l'épisode attira l'attention de tous dans la maison. Richard, qui normalement restait à l'écart des affaires domestiques, apparut à la porte de la chambre, toujours vêtu de son costume, impeccable. Ses yeux, habituellement froids, montraient une inquiétude qu'il essayait sans succès de dissimuler. « Tout est sous contrôle ?» demanda-t-il, observant Hélène administrer le médicament avec précision. « Oui, ce sont des épisodes attendus. Il dispose de tout le soutien nécessaire, » répondit-elle, sans détourner son attention de son fils. Ce que personne n'attendait, c'était la réaction des triplés. Lucas, l'aîné de quelques minutes, prit la responsabilité d'aller chercher de l'eau. Mathieu apporta une couverture supplémentaire et Jean, étonnamment, s'assit à côté de Michel et commença à parler de ses miniatures à voix basse, créant une distraction bienvenue pendant le traitement. Le lendemain matin, Hélène trouva une enveloppe sur sa table. À l'intérieur, il y avait une autorisation pour inclure Michel dans le plan de santé premium de la famille, signé par Richard. « Je ne peux pas accepter », dit-elle quand elle le retrouva dans son bureau. « Cela doit coûter une fortune. » « Considérez cela comme un investissement dans la sécurité de tous, » répondit-il sans lever les yeux des documents qu'il analysait. « Ces crises peuvent affecter le bien-être de mes fils. C'est simplement une mesure préventive. » Mais Hélène perçut quelque chose de différent dans sa voix, une douceur presque imperceptible qui n'était pas là auparavant. C'était comme si la vulnérabilité de Michel avait fissuré, même minimalement, l'armure que Richard avait construite autour de lui. Les semaines suivantes apportèrent une routine qui, peu à peu, transforma la dynamique de la maison. Michel et Jean devinrent inséparables, passant des heures à créer des histoires élaborées avec les miniatures, qui prenaient maintenant vie à travers les dessins du plus jeune garçon. Lucas, toujours le protecteur, commença à montrer un côté plus doux, surtout après avoir découvert que Michel adorait aussi les super-héros. Mathieu, quant à lui, trouva en Michel un partenaire pour ses aventures musicales sur le vieux piano du salon qui était resté poussiéreux et inutilisé pendant des années. Ce fut durant l'une de ces sessions musicales improvisées qu'un événement extraordinaire se produisit. Richard, passant dans le couloir, s'arrêta en entendant les notes maladroites mais enthousiastes de « Joyeux anniversaire » que les garçons essayèrent de jouer. « Ma femme », commença-t-il, sa voix défaillant légèrement. Béatrice jouait. Du piano pour eux tous les soirs. Hélène, qui rangeait quelques jouets près de la porte, se figea en entendant le nom interdit, mais Richard continua, ses yeux fixés sur le piano. Elle disait que la musique était le langage de l'âme, que même quand les mots échouaient, les notes pouvaient exprimer ce que nous ressentions. C'était la première fois qu'il mentionnait volontairement un souvenir de Béatrice. Le moment cependant fut interrompu par la sonnerie du téléphone. Richard se recomposa instantanément, son masque de froideur reprenant sa place, et se dirigea vers son bureau. Mais quelque chose avait changé. Une petite brèche s'était ouverte dans le mur de silence qui entourait la mémoire de Béatrice.
et à travers cette brèche, une lumière différente commençait à éclairer les coins sombres de cette maison, révélant que, sous la surface d'ordre et de discipline, pulsait une famille essayant, même inconsciemment, de retrouver son chemin vers la vie. L'automne arriva, apportant des vents de changement dans la demeure des Moreau. Après 2 mois de cohabitation, la présence d'Hélène et de Michel avait établi une nouvelle dynamique dans la maison. Les sourires étaient plus fréquents, les repas moins silencieux, et même Richard se permettait occasionnellement de participer aux moments en famille, bien que brièvement. Ce fut lors d'un de ces matins atypiquement paisibles que la première tempête arriva, sous la forme d'un magazine mondain laissé négligemment sur la table du petit déjeuner. En couverture, une femme élégante souriait à côté du titre « Amélie Tremblay, la philanthrope qui révolutionne l'éducation spécialisée ». Richard pâlit en voyant la publication, ses mains serrant fortement sa tasse de café. Hélène, qui servait les céréales aux enfants, remarqua immédiatement le changement dans sa posture. « Enlevez ça d'ici », ordonna-t-il d'une voix qu'Hélène n'avait jamais entendue auparavant, un mélange de colère et de peur contenue. Mais il était trop tard. Jean avait déjà reconnu la femme sur la photo. « C'est tante Amélie », s'exclama-t-il avec une animation inhabituelle. Hélène observa comment Lucas et Mathieu se recroquevillèrent instantanément sur leurs chaises, comme s'ils essayaient de devenir invisibles. La réaction des garçons plus âgés contrastait radicalement avec l'enthousiasme innocent de Jean. « Elle va revenir nous rendre visite ?» continua Jean, ignorant la tension croissante. Elle apportait toujours de beaux cadeaux et... « Jean, ça suffit !» Richard frappa la table avec tant de force que les couverts tintèrent. Le garçon se recroquevilla, ses yeux se remplissant immédiatement de larmes. Ce fut Michel, avec sa sensibilité unique, qui brisa le moment de tension. Il s'approcha de Jean et, sans rien dire, prit sa main sous la table, un geste de solidarité qui n'échappa pas à Hélène. « Les garçons, » intervint-elle calmement. « Et si nous allions organiser la collection de miniatures ? Michel a fait de nouveaux dessins hier soir. » Les enfants quittèrent rapidement la table, laissant Hélène et Richard seuls dans la salle à manger. Le silence qui suivit était lourd comme du plomb. « Madame Hélène, » finit par dire Richard, sa voix contrôlée mais tendue, « j'ai besoin que vous compreniez une chose. Amélie Tremblay est un sujet interdit dans cette maison, tout autant que d'autres sujets dont nous avons déjà parlé. » Hélène rassembla son courage pour questionner. « Monsieur Moreau, avec tout le respect que je vous dois, je remarque que votre réaction et celle des garçons plus âgés est très différente de celle de Jean. Il serait important pour moi de savoir... » « Ce que vous devez savoir, » l'interrompit-il, « c'est qu'elle n'est pas la bienvenue ici. Et si par hasard elle tente d'établir un contact quelconque, je dois en être informé immédiatement. » Cet après-midi-là, tandis que les enfants jouaient dans le jardin, Hélène trouva Lucas seul, assis sur le rebord de la fenêtre de la bibliothèque. Son regard distant trahissait que quelque chose le troublait. « Tu veux en parler ?» offrit-elle, s'asseyant à ses côtés. Lucas resta silencieux pendant quelques minutes, ses doigts traçant des motifs invisibles sur la vitre de la fenêtre. « Tante Amélie n'est pas gentille comme Jean le pense, » dit-il finalement, sa voix basse mais ferme. « Pourquoi dis-tu cela ? » Elle faisait semblant, poursuivit Lucas, choisissant soigneusement ses mots. Elle faisait semblant de nous aimer, mais je l'entendais parler avec ses amis au téléphone, rire de nous, surtout de Jean, à cause de sa façon d'être. Hélène sentit son cœur se serrer. « Et tu as raconté cela à quelqu'un ?»« À papa. Mais elle était déjà partie, après tout. » Le tout flottait dans l'air comme un nuage sombre, portant des secrets qu'Hélène ne pouvait pas encore déchiffrer. Mais avant qu'elle ne puisse en demander plus, ils entendirent la voix de Michel appelant du jardin. « Lucas, viens voir. » Jean a réussi à apprendre le nouveau tour à Rex. Le visage du garçon s'illumina momentanément, la préoccupation laissant place à un sourire sincère. Rex était le chien en peluche que Michel avait apporté de chez lui et qui servait maintenant de mascotte pour leur jeu collectif. « Je peux y aller ?» demanda-t-il se levant déjà. « Bien sûr, » sourit Hélène, mais ajouta doucement « Lucas, merci de me faire confiance. » Le garçon acquiesça et courut rejoindre ses frères. Hélène resta dans la bibliothèque, son regard alternant entre le magazine abandonné sur la table et les enfants, jouant dehors.
Une sensation inconfortable commençait à se former dans sa poitrine, comme si le passé qu'ils essayaient tant d'enterrer était sur le point de ressurgir, apportant avec lui des révélations qui pourraient ébranler les fragiles fondations de la paix qu'ils avaient construite. La semaine suivante, à la découverte du magazine, Hélène remarqua des changements subtils dans le comportement des habitants de la demeure. Richard passait plus de temps à la maison, bien qu'enfermé dans son bureau. Les triplés, surtout Lucas et Mathieu, semblaient plus protecteurs les uns envers les autres. Et Jean, bien qu'il maintienne sa routine avec les miniatures, était étrangement silencieux. Ce fut pendant un après-midi pluvieux qu'Hélène trouva quelque chose qui commença à assembler les pièces du puzzle. En aidant Jean à réorganiser ses miniatures, elle remarqua un carnet caché entre les étagères. Il était différent des autres possessions du garçon, plus ancien, avec les bords usés et une calligraphie féminine élégante sur la couverture. « Mémoire de mes petits. Jean, quel est ce carnet ?» demanda-t-elle doucement. Le garçon prit le carnet avec un soin révérentiel. « C'était ta maman, » répondit-il, sa voix presque un murmure. « Elle écrivait sur nous dedans, mais ne le dis pas à papa, s'il te plaît, c'est un secret. » Hélène sentit son cœur se serrer. C'était la première fois qu'un des garçons mentionnait volontairement leur mère. « Je peux voir ?» Jean hésita un moment, puis ouvrit le carnet. Les pages étaient remplies de notes, de dessins et de photographies. Chaque triplet avait ses propres sections, avec des observations affectueuses sur leur personnalité en développement. Elle comprenait, commenta Jean passant ses doigts sur une page qui décrivait ses premières fascinations pour les motifs et les chiffres. Elle ne pensait pas que j'étais bizarre. À ce moment, Michel entra dans la chambre, portant son matériel de dessin. En voyant le carnet, ses yeux brillèrent de curiosité artistique. « C'est génial! Je peux dessiner aussi ?» Jean, étonnamment, n'hésita pas. « On peut faire notre propre carnet, comme celui de maman ?» L'idée illumina le visage de Michel. « Oui, on peut dessiner toutes les histoires que tu me racontes sur les miniatures. » Et ainsi naquit un projet secret entre les deux garçons. Hélène observait à distance comment ils créaient leur propre journal illustré. Michel dessinant les histoires que Jean racontait sur chaque miniature, mélangeant d'anciens souvenirs avec de nouvelles aventures imaginées. Un après-midi, alors que les garçons travaillaient sur leur projet secret, Mathieu apparut à la porte de la chambre, portant quelque chose dans ses mains. « J'ai trouvé ça au grenier, dit-il, montrant une vieille boîte à musique. C'était ta maman. Elle la jouait pour nous endormir. » Hélène réalisa que c'était la première fois que Mathieu parlait aussi de Béatrice. Le garçon s'assit à côté des autres et, avec précaution, ouvrit la boîte. Une douce mélodie remplit la pièce, amenant des larmes aux yeux des triplés. « Je peux dessiner la boîte à musique aussi ?» demanda gentiment Michel. Tandis que les enfants travaillaient ensemble, incorporant maintenant la boîte à musique dans leur histoire, Hélène entendit des pas dans le couloir. C'était Richard, qui s'arrêta brièvement à la porte en entendant la mélodie. Son visage, normalement impassible, montra une émotion profonde avant qu'il ne se retire silencieusement. Plus tard, ce soir-là, après avoir couché les enfants, Hélène trouva Richard à son poste habituel dans le bureau. Elle remarqua que le cadre photo, auparavant toujours tourné vers le bas, était maintenant subtilement ajusté, révélant partiellement la photo d'une femme souriante avec 3 bébés dans ses bras. « Monsieur Moreau, » commença-t-elle prudemment, « les enfants ont trouvé quelques souvenirs aujourd'hui. »« Je sais, » interrompit-il, mais sa voix était différente, plus douce. « J'ai entendu la boîte à musique. »« Ils en ont besoin, » poursuivit Hélène. « Ils ont besoin de pouvoir se souvenir, de parler d'elle. » Richard resta silencieux pendant un long moment, ses yeux fixés sur la photographie. Béatrice avait un don spécial avec eux, dit-il finalement, surtout avec Jean. Elle disait toujours qu'il n'était pas différent, qu'il voyait simplement le monde d'une façon unique. Comme elle. Richard leva les yeux, surpris. « Comment le savez-vous » ? Jean m'a montré son carnet aujourd'hui. La façon dont elle écrivait, dont elle observait chaque détail d'eux, elle voyait aussi le monde d'une façon unique, n'est-ce pas ? Une larme solitaire coula sur le visage de Richard, la première qu'Hélène lui avait jamais vue verser. Mais avant qu'il ne puisse répondre, un cri aigu déchira le silence de la nuit. C'était Michel ayant une nouvelle crise. La crise de Michel cette nuit-là fut différente des précédentes. Le médicament mettait plus de temps à faire effet.
Sa respiration restait irrégulière. Hélène conservait son calme extérieurement, mais son cœur battait la chamade. C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. Richard, qui observait depuis la porte, entra dans la chambre et s'agenouilla près du lit. « Que devons-nous faire » demanda-t-il avec une urgence contrôlée. « Nous devons l'emmener à l'hôpital » répondit Hélène, prenant déjà le sac avec les documents de son fils. « La nébulisation n'est pas suffisante cette fois. »« Je vous conduis » déclara Richard, prenant déjà les clés de la voiture. « Ce sera plus rapide que d'attendre une ambulance. » Les triplés, réveillés par l'agitation, apparurent à la porte de la chambre. Jean, particulièrement, semblait angoissé par la souffrance de son ami. Les enfants restaient avec la gouvernante. Ordonna Richard, mais sa voix était plus douce que d'habitude. Hélène et moi allons emmener Michel chez le médecin. Pendant le trajet jusqu'à l'hôpital, Richard conduisait avec précision et rapidité, regardant occasionnellement dans le rétroviseur vers la banquette arrière où Hélène tenait Michel. Le garçon, entre des respirations difficiles, serrait contre sa poitrine le carnet de dessin qu'il partageait avec Jean. À l'hôpital, pendant qu'ils attendaient d'être reçus, Richard surprit à nouveau Hélène. « Je vais appeler le docteur Philippe, mon ami pédiatre. C'est un spécialiste en cas respiratoire. » Avant qu'Hélène ne puisse protester, il était déjà au téléphone. En quelques minutes, le docteur Philippe arriva, prenant personnellement en charge les soins de Michel. Après examen et traitement approprié, le garçon s'endormit finalement, sa respiration normalisée. « Il ira bien » assura le médecin, « mais nous devons ajuster le traitement préventif. Je fixerai un rendez-vous dans mon cabinet pour la semaine prochaine. » Quand le médecin partit, Hélène se tourna vers Richard. « Je ne sais pas comment vous remercier. »« Ce n'est pas nécessaire, » l'interrompit-il, mais sans la froideur habituelle. Michel fait désormais partie de la maison. Le lendemain matin, en rentrant à la demeure, ils trouvèrent les triplés qui attendaient anxieusement. Jean portait l'une de ses miniatures les plus précieuses, un petit lion doré que personne n'avait jamais le droit de toucher. « C'est pour Michel, dit-il, tendant le lion, pour qu'il devienne fort. » Michel, toujours pâle mais souriant, accepta le cadeau avec révérence. « On peut le mettre dans notre carnet d'histoire » demanda-t-il. « Quel carnet ?» questionna Richard, remarquant l'échange de regards entre les enfants. Hélène sentit le moment de tension, mais avant qu'elle ne puisse intervenir, Jean répondit avec une honnêteté désarmante. « C'est comme le carnet de maman, on dessine des histoires dedans. » Le silence qui suivit fut dense. Hélène s'attendait à une nouvelle explosion de Richard, comme lors de la mention d'Amélie. Mais à sa surprise, il se contenta d'acquiescer légèrement. « Votre mère adorait raconter des histoires, » dit-il doucement, surprenant tout le monde. « Elle. » Sa phrase fut interrompue par le son de la sonnette. Le majordome apparut peu après, tenant une enveloppe officielle. « Monsieur, cette correspondance du tribunal vient d'arriver. » Richard prit l'enveloppe, son visage perdant ses couleurs en lisant son contenu. Hélène observa comment ses mains tremblaient légèrement. « Hélène, emmenez les enfants à l'étage, s'il vous plaît, » demanda-t-il, sa voix tendue. Plus tard, ce même soir, Hélène le trouva dans son bureau, des papiers éparpillés sur la table et un verre de whisky à moitié vide. « Les parents de Béatrice, » dit-il sans lever les yeux, « intentent une action en justice pour obtenir la garde partagée des garçons. » « Mais est-ce pourquoi, après tout ce temps ?» Richard émit un rire amer. Le reportage sur Amélie a dû réveiller de vieux fantômes. Ils m'ont toujours blâmé pour ce qui est arrivé à Béatrice. Maintenant, avec Amélie de retour en ville, promouvant son image de bienfaitrice de l'éducation spécialisée, il ne termina pas la phrase, mais Hélène comprit. Les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter, révélant un tableau beaucoup plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. La paix qu'ils avaient construite ces derniers mois était sur le point d'être mise à l'épreuve par des forces qui attendaient depuis longtemps dans l'ombre. Les jours qui suivirent apportèrent une tension palpable à la demeure. Richard passait des heures en réunion avec des avocats et Hélène remarqua qu'il évitait de regarder directement ses fils, comme s'il craignait de trouver sur leur visage le jugement qu'il redoutait tant de la part de ses beaux-parents. Les enfants, sensibles au changement d'atmosphère, réagissaient chacun à leur manière. Lucas reprit sa posture défensive, Mathieu était plus anxieux que jamais, et Jean se réfugiait de plus en plus dans son monde de miniatures et dans le carnet d'histoire qu'il partageait avec Michel. Ce fut durant un après-midi particulièrement tendu qu'Hélène trouva une vieille photo tombée d'un des dossiers de Richard.
On y voyait un Richard plus jeune et souriant qui enlaçait une femme rayonnante, Béatrice, supposa Hélène, tandis qu'un couple plus âgé les observait avec une fierté évidente. Ce sont les grands-parents. La voix de Mathieu l'a surpris. Le garçon s'était approché silencieusement et regardait maintenant la photo avec un mélange de curiosité et de tristesse. « Tu te souviens d'eux ?»« Un peu, » répondit-il, s'asseyant à côté d'elle. Grand-mère faisait des cookies au chocolat et grand-père avait un énorme jardin. Mais ils ont arrêté de venir après que... Après que quoi, mon chéri? Mathieu se mordit la lèvre, hésitant. Après que maman soit devenue triste. Très triste. Tante Amélie disait que c'était la faute de papa qu'il ne prenait pas assez soin d'elle. Hélène sentit son cœur se serrer. « Et tu penses que c'était vrai ?»« Je ne sais pas, » murmura-t-il. Mais papa aussi était très triste. Il pleurait en cachette dans son bureau. Je le voyais parfois quand je n'arrivais pas à dormir. À ce moment, Michel apparut, portant son carnet de dessin. « Mathieu, viens voir. Jean m'a appris à dessiner toutes les constellations que votre mère lui montrait. » Le visage de Mathieu s'illumina momentanément. C'était la première fois qu'Hélène le voyait manifester de l'intérêt pour les souvenirs de sa mère sans montrer d'angoisse. Suivant les enfants jusqu'à la chambre de Jean, Hélène découvrit une scène touchante. Le carnet était ouvert sur une page où Michel avait dessiné un ciel étoilé, avec des constellations marquées en doré. Jean pointait chacune d'elles, se rappelant les histoires que Béatrice avait l'habitude de raconter. « Maman disait que les étoiles sont comme les personnes », expliqua Jean, sa voix calme et claire. « Certaines brillent plus fort, d'autres plus faiblement, mais toutes sont importantes pour former le ciel entier. » Lucas, qui était assis tranquillement dans un coin, se manifesta finalement. Elle savait toujours quoi dire pour nous faire sentir mieux. « Comme quand tu avais peur du noir, » ajouta Mathieu, et qu'elle a inventé cette histoire du gardien nocturne. « Qu'est-ce que c'est, le gardien nocturne ?» demanda Michel, prenant déjà ses crayons de couleur. Les triplés se regardèrent, et pour la première fois depuis des jours, sourirent simultanément. Pendant l'heure qui suivit, ils racontèrent l'histoire à Michel, qui la transformait en dessins colorés dans le carnet. Hélène observait depuis la porte, émerveillée de voir comment les souvenirs de Béatrice, autrefois un sujet interdit et douloureux, servaient maintenant de pont pour unir davantage les enfants. Sa contemplation fut interrompue par des pas dans le couloir. C'était Richard qui s'arrêta à ses côtés, observant la scène en silence. « Ils se souviennent de ces histoires, » dit doucement Hélène. « Le gardien nocturne, » murmura Richard, reconnaissant les dessins. Elle a inventé cette histoire la première nuit où Lucas a fait des cauchemars. Elle a passé des heures à dessiner des étoiles au plafond de sa chambre, avec de la peinture fluorescente. Vous vous souvenez aussi? Je me souviens de tout, admit-il, sa voix étranglée. Chaque histoire, chaque chanson, chaque moment. Je ne savais simplement pas comment gérer ses souvenirs après son départ. Et ses parents, comment étaient-ils avant? Richard ferma les yeux un instant. Ils étaient merveilleux. François et Claire aimaient Béatrice plus que tout. Quand elle a commencé à montrer des signes d'instabilité, ils m'ont supplié de chercher une aide professionnelle. Mais j'étais trop occupé avec l'entreprise, convaincu que ce n'était qu'une phase. Et puis Amélie est apparue, offrant son soutien, disant qu'elle comprenait Béatrice mieux que nous tous. Sa voix se brisa, et Hélène comprit qu'il y avait plus dans cette histoire qu'il n'était prêt à révéler. Avant qu'elle ne puisse questionner davantage, le téléphone de Richard sonna. C'était son avocat. « Nous devons parler, » dit-il, après avoir raccroché. Amélie donne une conférence de presse demain et le sujet est l'éducation spécialisée et le traumatisme familial. Ça ne peut pas être une coïncidence. Hélène regarda les enfants, encore absorbés par leurs histoires et leurs dessins, inconscients de la tempête qui approchait. Comment protéger le fragile bonheur qu'ils avaient construit des ombres du passé qui menaçaient de l'engloutir? L'interview d'Amélie Tremblay domina les informations du matin. Habillée impeccablement, et arborant un sourire étudié, elle parlait de sa nouvelle fondation dédiée aux enfants neuroatypiques et à leurs familles. Mais c'est à la fin de la conférence que la bombe explosa. « En tant que belle-mère d'un enfant spécial, » déclara-t-elle, regardant directement les caméras, « j'ai vu de près comment le manque de compréhension peut détruire une famille. Malheureusement, tous ne sont pas préparés à faire face aux différences.
Richard éteignit la télévision avec force, son visage masquant une fureur contenue. Hélène, qui regardait à ses côtés dans le bureau, remarqua ses mains tremblantes. « Elle se sert de Jean, dit-il entre ses dents. Elle utilise mon fils pour se promouvoir, exactement comme avant. Comment est-elle entrée dans vos vies ? Demanda doucement Hélène. Richard passa ses mains sur son visage, semblant soudainement épuisé. Elle était coordinatrice à la première école des garçons. Elle s'est rapprochée de Béatrice quand Jean a commencé à montrer des difficultés d'adaptation. Au début, cela semblait être une bénédiction. Elle avait toutes les réponses, toutes les solutions. Mais ce n'était pas de vraies solutions. C'était des manipulations, répondit-il, sa voix chargée d'amertume. Elle a convaincu Béatrice que je n'acceptais pas Jean tel qu'il était, que je négligeais les signes. Elle a commencé à créer un abîme entre nous, nourrissant les insécurités de Béatrice. Et moi, j'étais tellement concentré sur la gestion de l'entreprise que je n'ai pas remarqué ce qui se passait dans ma propre maison. Un bruit venant du couloir interrompit la conversation. C'était Jean, debout à la porte du bureau avec son carnet d'histoire dans les mains. « Papa » appela-t-il timidement, « je peux te montrer quelque chose ?» Richard hésita un moment, mais acquiesça. Jean entra et ouvrit le carnet à une page spécifique. C'était un dessin fait par Michel. Il les montrait tous, y compris Richard, assis ensemble dans le jardin sous un ciel étoilé. « C'est notre famille », expliqua Jean. « Comme maman disait toujours qu'elle devrait être. Tout le monde ensemble, regardant les mêmes étoiles. » Hélène vit quelque chose se briser dans l'expression de Richard. Il prit son fils dans ses bras, quelque chose qu'elle ne l'avait jamais vu faire auparavant, et l'étreignit fort. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Je suis désolé de ne pas avoir été le père dont vous aviez besoin. »« Mais tu l'es, » répondit Jean avec son honnêteté caractéristique. « Tu dois juste te rappeler comment sourire, comme sur les vieilles photos de maman. » À ce moment, Lucas et Mathieu apparurent à la porte, attirés par cette scène inhabituelle. Richard tendit les bras et pour la première fois depuis des années, les quatre s'étreignirent. Le moment fut interrompu par la sonnerie du téléphone. C'était à nouveau l'avocat de Richard, mais cette fois, les nouvelles étaient différentes. « Vos beaux-parents veulent vous parler », informa-t-il après avoir raccroché. « Sans avocat, sans tribunal, juste une conversation en famille. » « Quand ?» demanda Hélène, remarquant l'appréhension sur son visage. « Cet après-midi, répondit-il, regardant ses fils toujours proches. Ils ont vu l'interview d'Amélie et Claire, la mère de Béatrice, a dit que nous devons unir nos forces, que nous ne pouvons pas laisser le passé se répéter. Jean, toujours dans les bras de son père, demanda « Les grands-parents vont revenir ?»« Peut-être, » répondit prudemment Richard. « Mais d'abord, nous devons beaucoup parler. » « Ils peuvent voir notre carnet d'histoire, » suggéra Jean. « Pour se souvenir de maman avec nous. » Richard déglutit, mais acquiesça. « Je pense que ta mère aimerait ça. » Michel, qui observait tout depuis la porte, s'approcha timidement avec ses crayons de couleur. « Nous pouvons dessiner une page spéciale pour eux ?» La suggestion innocente de Michel provoqua des sourires émus. Pendant les heures qui suivirent, les enfants travaillèrent ensemble sur une nouvelle page du carnet, la remplissant de souvenirs et d'espoir. Pendant ce temps, Hélène aidait Richard à préparer la maison pour la visite. Dans un moment de pause, il confia « Je n'aurais jamais pensé qu'une erreur d'embauche pourrait tant changer nos vies. Parfois, les erreurs ne sont que l'univers qui remet les choses en ordre, » répondit Hélène, s'autorisant un moment de vulnérabilité. Le son de la sonnette annonça l'arrivée des grands-parents. Le moment de vérité était arrivé, et avec lui, l'espoir que le passé puisse enfin commencer à guérir. François et Claire Almeida entrèrent dans la demeure comme des personnes qui marchent sur un terrain familier, mais étrange. Leurs regards parcoururent l'environnement, remarquant les petits changements, des dessins colorés au mur, des jouets organisés dans les coins, un environnement qui, malgré l'élégance intacte, respirait maintenant la vie. Claire, une dame élégante, aux cheveux gris, s'arrêta devant l'un des dessins de Michel. C'était un portrait des triplés jouant dans le jardin. « Ils semblent heureux », commenta-t-elle, la voix émue. « Ils le sont », répondit doucement Hélène, s'approchant, « surtout ces derniers mois. »« Vous devez être Hélène, » dit François, tendant la main. « Notre enquêteur nous a parlé de vous et de votre fils. »
Enquêteur, questionna Richard, tendu. Nous avions besoin de savoir, Richard, expliqua Claire. Après Amélie, après tout ce qui s'est passé, nous devions être sûrs que les enfants allaient bien. Le silence qui suivit fut interrompu par le bruit de petits pas. Les triplés apparurent en haut de l'escalier, Michel juste derrière eux. « Grand-mère, grand-père !» Mathieu fut le premier à parler. Claire porta ses mains à sa bouche, des larmes coulant sur son visage. « Vous avez tellement grandi !» Jean, surprenant tout le monde, fut le premier à descendre et à embrasser ses grands-parents. « Nous avons apporté quelque chose à vous montrer, » dit-il, tenant le carnet d'histoire. Hélène remarqua que Richard se tendait, mais il n'intervint pas. Les enfants guidèrent les grands-parents jusqu'au salon, où ils commencèrent à montrer le carnet. « C'est comme le journal de maman, » expliqua Lucas. « On écrit des histoires et Michel les dessine. » Claire feuilletait les pages de ses mains tremblantes. François à ses côtés, tout aussi ému. « Elle adorait écrire sur vous, » commenta la grand-mère. Elle avait un carnet pour chacun. « Nous avons trouvé celui de Jean, » révéla Mathieu. « C'est de là que nous avons eu l'idée. » Richard, qui observait la scène en silence, parla. « Enfin, vous avez apporté les autres carnets ?» François et Claire échangèrent des regards surpris. « Vous les connaissiez ?»« Béatrice me les a montrés une fois, » répondit-il, d'une voix basse. « Mais après qu'elle soit tombée malade, je ne les ai jamais trouvés. »« Ils sont avec nous, » dit François, prenant une pochette de sa mallette. « Nous sommes venus vous les rendre. Ils appartiennent aux garçons. » Tandis que les enfants explorèrent les anciens carnets avec leurs grands-parents, Hélène conduisit Richard vers un coin plus privé du salon. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, remarquant son expression troublée. « Je ne sais pas, » admit-il. « J'allais voir ici avec ces carnets. C'est comme si tout le passé revenait d'un coup. Peut-être est-il temps de l'affronter, » suggéra doucement Hélène, « pour le bien des enfants. » À ce moment, Michel s'approcha d'eux, portant un nouveau dessin. « J'ai fait celui-ci maintenant, » dit-il timidement. « C'est tout le monde ensemble. » Le dessin montrait toute la famille, y compris les grands-parents, assises dans le jardin sous les étoiles. Au centre, une figure éthérée au sourire doux planait au-dessus de tous. « C'est leur maman, » expliqua Michel. « Jean m'a dit comment. » Elle était. Claire, qui s'était approchée silencieusement, sanglota en voyant le dessin. « C'est exactement comme elle l'aurait voulu, » dit-elle, regardant Richard. « Tous ensemble, prenant soin les uns des autres. »« Amélie nous a contactés ? » « La semaine dernière, » révéla soudainement François. « Elle voulait notre soutien pour la procédure de garde. » Richard se raidit, mais François continua. « Nous avons refusé. Nous avons vu comment elle a essayé de manipuler Béatrice, comment elle a alimenté ses insécurités jusqu'à... À la fin, nous ne permettrons pas qu'elle fasse de même avec les garçons. C'est pourquoi nous sommes venus, » ajouta Claire, « non pas pour vous enlever les enfants, Richard, mais pour faire à nouveau partie de leur vie, si vous le permettez. » Jean, qui écoutait attentivement, prit la main de son père et celle de sa grand-mère, les joignant. « Maman disait toujours que la famille est comme une constellation, » récita-t-il. « Chaque étoile brille à sa façon, mais ensemble, elles forment quelque chose de spécial. » Hélène observa les larmes silencieuses qui coulaient sur le visage de Richard, tandis qu'il serrait la main de son ancienne belle-mère. C'était comme si des années de chagrin et de culpabilité commençaient lentement à se dissoudre. Michel, toujours sensible aux moments importants, prit ses crayons et commença à dessiner à nouveau. « Je vais faire une nouvelle page dans le carnet, » annonça-t-il, « pour marquer le jour où la constellation est redevenue complète. » La présence des grands-parents apporta une nouvelle dynamique à la demeure. Claire rendait régulièrement visite, apportant avec elle l'arôme de cookies maison et des histoires du passé. François consacrait des heures au jardin abandonné, le transformant à nouveau en le paradis verdoyant que Béatrice aimait tant. La paix semblait enfin avoir trouvé sa place dans cette maison. Mais la tranquillité fut de courte durée. Par un après-midi apparemment ordinaire, Hélène remarqua un silence inhabituel à l'étage supérieur. Michel, qui normalement dessinerait avec Jean, n'était nulle part. « Jean » appela-t-elle, essayant de contrôler l'anxiété dans sa voix. « Où est Michel ?» Le garçon évita son regard, chose rare dans son comportement. Lucas et Mathieu, qui jouaient à proximité, semblaient également mal à l'aise. « Jean » insista Hélène, « j'ai besoin de savoir où il est. »
« Il est en sécurité », répondit finalement Jean, sa voix presque un murmure. « Je le promets. » Le cœur d'Hélène s'accéléra. « Comment ça, en sécurité? Où est-il » Ce fut Lucas qui révéla finalement. « On l'a caché. » « Caché? Pourquoi ?» « À cause d'elle. » Mathieu pointa vers la fenêtre. Dans le jardin, parlant avec François, se trouvait Amélie Tremblay. Hélène sentit son sang se glacer. « Depuis combien de temps est-il caché ?»« Depuis qu'on a vu sa voiture arriver, » expliqua Lucas. Jean a eu l'idée. Il a dit qu'on ne pouvait pas la laisser faire du mal à Michel comme elle en a fait à maman. La révélation frappa Hélène comme un coup de poing. Les enfants, dans leur logique enfantine, essayèrent de protéger Michel de la femme qui, dans leurs esprits, avait causé tant de souffrance à leur mère. « J'ai besoin que vous me disiez où il est. » Maintenant, Jean prit sa main, la guidant vers une porte presque invisible dans la bibliothèque. C'était une petite pièce de service, rarement utilisée. À l'intérieur, enveloppé dans une couverture et entouré de miniatures de Jean, se trouvait Michel, dormant paisiblement. Hélène laissa échapper l'air qu'elle ne s'était même pas rendu compte de retenir. Son fils allait bien, mais la situation était plus grave qu'elle ne l'imaginait. « Pourquoi pensez-vous qu'elle ferait du mal à Michel ?» demanda doucement Hélène, après avoir réveillé son fils et s'être assurée qu'il allait bien. Les triplés se regardèrent, jusqu'à ce que Jean commence à parler. « Je l'ai entendu une fois parlant au téléphone quand maman était malade. Elle a dit que les gens différents n'apportent que des problèmes, qu'il valait mieux séparer la famille. Et elle a regardé Michel comme elle me regardait, poursuivit Jean, sa voix tremblante. Quand elle est venue en visite la semaine dernière, pendant que tu étais au marché, ce même regard qu'elle avait quand elle disait que j'avais besoin d'être réparée. » Hélène sentit une vague de protection monter dans sa poitrine. « Amélie était ici? Pourquoi ne m'avez-vous pas dit ?»« Elle a dit que c'était un secret, » expliqua Mathieu, « qu'elle préparait une bonne surprise pour la famille. » Le bruit de pas dans le couloir fit tout le monde se retourner. C'était Richard, son visage un masque d'inquiétude. « Hélène, appela-t-il, nous devons parler. Amélie fait des accusations, graves. » Avant qu'il ne puisse continuer, Claire apparut derrière lui, haletante. « Richard, elle donne une interview en direct. Elle parle de négligence d'enfants dans la demeure. » Le téléphone portable d'Hélène vibra avec un message des services sociaux. Son cœur s'enfonça en lisant le contenu. Une enquête serait ouverte pour évaluer les conditions de garde tant des triplés que de Michel. « Ce n'était pas une coïncidence qu'elle apparaisse aujourd'hui, » réalisa Richard, sa voix chargée de colère contenue. « Elle a tout planifié. » Michel, qui était resté silencieux jusque-là, surprit tout le monde en parlant. « Mais on a le carnet. Il montre qu'on est heureux ici. » Jean prit immédiatement le carnet d'histoire, le serrant contre sa poitrine. « Et on a aussi les carnets de maman. Ils montrent la vérité. » Hélène regarda Richard, puis Claire, qui tenait encore la tablette avec l'interview d'Amélie en cours de diffusion. La paix qu'ils avaient construite était menacée, mais cette fois, ils n'étaient pas seuls pour lutter. « Nous aurons besoin d'aide, » déclara Claire, prenant son téléphone. « François a encore des contacts dans la presse, et j'ai quelques histoires sur Amélie que je n'ai jamais racontées à personne. » Richard acquiesça pour la première fois, semblant vraiment reconnaissant de la présence de ses beaux-parents. « Je ne permettrai pas qu'elle blesse notre famille. Pas encore. » Hélène serra Michel et Jean, qui s'accrochaient toujours au carnet, tandis qu'elle observait Lucas et Mathieu s'approcher de leur père, cherchant du réconfort. La bataille qui approchait serait difficile, mais ils l'affronteraient ensemble, comme la constellation qu'ils étaient devenus. La demeure se transforma en forteresse dans les jours qui suivirent. François et Claire s'y installèrent pratiquement, déterminés à protéger leurs petits-enfants et à soutenir Richard. L'enquête des services sociaux était prévue pour la semaine suivante, et tous travaillaient ensemble pour affronter ce qui allait arriver. Hélène trouva Richard tard dans la nuit dans son bureau, organisant une pile de documents. Parmi eux se trouvait le carnet original de Béatrice. « J'ai trouvé quelque chose », dit-il quand elle entra. « Quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant. » Dans les dernières pages du carnet, Béatrice avait écrit une sorte de lettre. « Cher Richard, si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas été assez forte. Amélie dit que tu ne comprendras jamais notre Jean, qu'il serait préférable qu'il vive dans une institution spécialisée. Mais elle a tort. Tu as juste besoin d'apprendre à voir le monde à travers ses yeux, comme je l'ai appris.
Nos garçons sont parfaits, exactement comme ils sont. Lucas avec sa force protectrice, Mathieu avec son cœur sensible, et Jean avec sa façon unique de voir la beauté dans chaque détail. Ne permets à personne d'essayer de les changer. Pardonne-moi de ne pas avoir été plus forte. Pardonne-moi d'avoir permis que les paroles d'Amélie empoisonnent notre bonheur. Elle n'a jamais compris que la famille n'est pas une question de perfection, mais d'amour inconditionnel. Richard avait les larmes aux yeux quand il finit de lire. Comment ai-je pu être si aveugle? Comment n'ai-je pas réalisé ce qu'Amélie faisait? Tu souffrais aussi, répondit doucement Hélène. Parfois, la douleur nous empêche de voir ce qui est juste devant nous. Un bruit à la porte attira leur attention. Jean se tenait là, en pyjama étoilé, tenant son précieux carnet d'histoire. « Je n'arrive pas à dormir, dit-il. Je peux montrer quelque chose ?» Richard lui fit signe d'approcher. Jean ouvrit le carnet à une nouvelle page qu'Hélène n'avait pas encore vue. Michel avait dessiné tous les membres de la famille entière, y compris Béatrice, comme une étoile brillante dans le ciel, affrontant ensemble une ombre sombre qui ressemblait à Amélie. Michel a dit que les histoires heureuses ont toujours une bonne fin, expliqua Jean, même quand il y a des parties effrayantes au milieu. Richard serra son fils dans ses bras, se permettant de montrer l'émotion qu'il avait si longtemps réprimée. « Ta mère serait si fière de toi, fils, de vous tous. » À ce moment, Lucas et Mathieu apparurent à la porte, suivis par Michel. C'était comme si les enfants avaient un sixième sens pour les moments importants. « Nous n'arrivons pas à dormir non plus, » admit Lucas. « Que diriez-vous d'un chocolat chaud ?» Claire surgit derrière eux, déjà vêtue de sa robe de chambre, fleurie. Béatrice disait toujours que le chocolat chaud était le meilleur remède pour les nuits sans sommeil. Dans la cuisine, tandis que Claire préparait la boisson avec l'aide enthousiaste des enfants, François montra à Richard quelques nouvelles sur sa tablette. « La réputation d'Amélie n'est pas aussi immaculée qu'elle le pense, » expliqua-t-il. « J'ai trouvé d'autres familles qui ont vécu des situations similaires avec elle. Elles sont prêtes à parler. Et j'ai tous les messages qu'elle envoyait à Béatrice, » ajouta Claire, servant les tasses fumantes. « Des messages manipulateurs qui faisaient douter ma fille d'elle-même et de tous ceux qui l'entouraient. » Hélène observait la scène, le cœur plein. Michel, assis entre Jean et Lucas, dessinait de nouveaux héros dans son carnet. Cette fois, c'étaient eux tous, chacun avec un super-pouvoir spécial. « Quel est mon super-pouvoir » demanda Jean, jetant un coup d'œil au dessin. « Tu vois des choses que personne d'autre ne voit, » répondit Michel sans hésiter, comme des motifs spéciaux et des détails magiques. « Et celui de papa ? Son cœur est si grand qu'il apprend à aimer à nouveau même quand il a peur. » Richard, qui écoutait la conversation, déglutit. Hélène réalisa qu'il commençait enfin à comprendre ce que Béatrice avait toujours su, que l'amour véritable n'a pas besoin de perfection pour être complet. « Demain, » annonça François, « nous commencerons à raconter notre histoire. La vraie histoire, pas la version qu'Amélie veut faire croire au monde. Et nous utiliserons les carnets, » suggéra Jean, ses yeux brillants, tant ceux de maman que le nôtre. « Oui, » sourit Claire, « parce que la vérité est dans les petites choses, dans les moments que nous partageons, dans les histoires que nous construisons ensemble. » Alors que les enfants commençaient enfin à bâiller, vaincus par le chocolat chaud et la chaleur du moment, Hélène remarqua que Michel avait ajouté un détail supplémentaire à son dessin. Un grand cœur reliant toutes les figures avec les mots « Notre constellation » écrits en lettres colorées. La visite des services sociaux était prévue pour ce matin-là. Hélène aidait les enfants à se préparer quand elle remarqua Jean particulièrement silencieux, organisant et réorganisant ses miniatures. « Tout va bien, mon chéri ?» demanda-t-elle, s'asseyant à côté de lui. « Et s'ils ne comprennent ?»« Pas, » murmura-t-il. « Tante Amélie disait toujours que les gens comme moi avaient besoin d'endroits spéciaux, loin de la famille. » Hélène sentit son cœur se serrer. « Jean, regarde-moi. Tu es parfait, exactement comme tu es. Ta mère le savait. Ton père le sait, nous le savons tous. Mais s'ils emmènent Michel, à cause de moi, pourquoi ce serait ta faute? Parce que c'était mon idée de le cacher, » confessa Jean, les larmes coulant. « Je voulais juste le protéger de tante Amélie, comme je n'ai pas pu protéger maman. » La révélation frappa Hélène comme un éclair. Avant qu'elle ne puisse répondre, Richard apparut à la porte, ayant entendu la conversation. « Fils » appela-t-il doucement,
s'approchant et s'agenouillant devant Jean. « Rien de ce qui est arrivé à ta mère n'était ta faute. C'est moi qui ai mis trop de temps à voir ce qu'Amélie faisait à notre famille. » Jean regarda son père avec des yeux embués. « Mais elle disait toujours que je rendais maman triste, que j'étais trop difficile. » « Non, » interrompit fermement Richard. « Ta mère n'a jamais été triste à cause de toi. C'est Amélie qui l'a fait douter de tout, qui a empoisonné notre bonheur avec des mensonges. » À ce moment, Michel entra dans la chambre portant le carnet d'histoire. « Regarde ce que j'ai dessiné, » dit-il, montrant une nouvelle page. Le dessin représentait Jean comme un super-héros, utilisant ses miniatures comme pouvoir spécial pour protéger sa famille. À ses côtés, Béatrice apparaissait comme un ange gardien, souriant fièrement. « Tu es un héros », déclara Michel avec la simplicité propre aux enfants. Les héros protègent les personnes qu'ils aiment, même quand ils ont peur. Lucas et Mathieu, qui s'étaient silencieusement joints au groupe, acquiescèrent en accord. Et aujourd'hui, ajouta Lucas avec détermination, nous allons montrer à tout le monde que notre famille est spéciale telle qu'elle est. Claire apparut, à la porte portant une vieille boîte. « J'ai trouvé autre chose qui pourrait t'aider, » annonça-t-elle. « Ce sont des vidéos que Béatrice enregistrait des garçons. Elles montrent comment elle comprenait et célébrait la singularité de chacun. » En regardant quelques extraits des vidéos, la famille fut témoin de moments précieux. Jean expliquant avec animation ses schémas d'organisation, Lucas protégeant ses frères pendant un orage, Mathieu jouant du piano avec sa mère. Dans chaque scène, Béatrice rayonnait d'amour et de compréhension. « Elle a toujours su, » murmura Richard, ému. « Elle a toujours su comment aimer chacun de vous de la bonne façon. » Le son de la sonnette annonça l'arrivée des assistantes sociales. Mais maintenant, au lieu de la peur, la famille se sentait fortifiée. Ils avèrent des preuves de l'amour qui les unissait, dans les carnets, dans les vidéos et surtout dans les petits moments qu'ils construisaient ensemble tous les jours. « Montrons-leur notre constellation, » dit Jean, tenant le carnet d'histoires avec détermination. Hélène observa comment Richard étreignit ses fils avant de descendre pour recevoir les visiteurs. L'homme froid et distant qu'elle avait rencontré des mois auparavant avait cédé la place à un père qui comprenait enfin que l'amour n'a pas besoin d'être parfait pour être vrai. Michel prit sa main, souriant avec confiance. « Tout ira bien, maman. Les histoires heureuses ont toujours une bonne fin, tu te souviens ?» Claire et François se positionnèrent stratégiquement dans le salon, prêts à présenter les preuves qu'ils avaient rassemblées contre Amélie. Mais plus important que toute preuve matérielle était l'amour palpable qui remplissait chaque coin de cette maison. Tandis qu'ils descendirent l'escalier pour affronter ce nouveau défi, Hélène réalisa que Michel avait raison. Ce n'était pas seulement une histoire de dépassement ou de rédemption, c'était une histoire sur la façon dont l'amour véritable peut guérir les blessures, abattre les murs et créer des liens plus forts que n'importe quelle adversité. La visite des services sociaux se transforma en un moment décisif pour la famille. 2 assistantes sociales, Sophie et Marina, menèrent l'enquête avec professionnalisme et sensibilité. Tout en parcourant la demeure, Jean surprit tout le monde en prenant l'initiative de montrer sa chambre. « C'est ici qu'on raconte nos histoires », expliqua-t-il, présentant le carnet qu'il partageait avec Michel. « C'est comme maman faisait. » Sophie, l'assistante sociale la plus expérimentée, feuilleta le carnet avec un intérêt sincère. « Peux-tu m'en dire plus sur ces histoires ?» Jean commença à expliquer chaque page, sa voix gagnant en assurance à mesure qu'il parlait. Michel complétait avec des détails sur les dessins, créant une harmonie qui n'échappa pas aux professionnels. « Et ce dessin ?» demanda Marina, pointant vers une page qui montrait la famille réunie sous les étoiles. « C'est notre constellation », répondit Jean avec simplicité. « Chacun brille à sa façon, mais ensemble nous formons quelque chose de spécial. C'est maman qui a enseigné ça. » Claire saisit l'occasion pour présenter les anciennes vidéos de Béatrice. Les images montraient clairement comment elle comprenait et célébrait les particularités de chaque fils, surtout de Jean. « Béatrice était une mère extraordinaire », expliqua Claire, la voix émue. Elle voyait de la beauté là où d'autres voyèrent des problèmes. Amélie, elle a déformé cela. « Pouvez-vous nous en dire plus sur Amélie Tremblay ?» demanda Sophie, percevant qu'il y avait plus dans l'histoire. Richard, qui jusqu'alors était resté silencieux, commença à parler. Il raconta comment Amélie s'était approchée de la famille,
comment elle avait manipulé les insécurités de Béatrice, comment elle avait créé des divisions entre eux. « Nous avons trouvé d'autres familles », ajouta François, présentant un dossier avec des témoignages. Des familles qui ont vécu des situations similaires avec elle. Toujours le même schéma. Elle s'approche en offrant de l'aide, identifie les vulnérabilités et ensuite, elle s'en sert pour se promouvoir, compléta Hélène. Comme elle le fait maintenant, utilisant Jean dans ses campagnes sans notre autorisation. Les assistantes sociales échangèrent des regards significatifs tout en prenant des notes. C'est alors que Michel, qui dessinait tranquillement, s'approcha avec une nouvelle page du carnet. « J'ai fait celui-ci maintenant », dit-il, montrant le dessin aux visiteuses. L'illustration présentait 2 scènes côte à côte. Dans l'une, la famille était séparée et triste, avec une ombre sombre, représentant clairement Amélie, planant sur eux. Dans l'autre, ils étaient tous unis, souriants, avec Béatrice brillant comme une étoile guide au-dessus de la famille. Impressionnant comme les enfants perçoivent tout, commenta Marina, observant attentivement le dessin. Michel a ce don, sourit Hélène. Il voit la vérité dans les cœurs des gens et la transforme en art. Sophie ferma son carnet de notes. Je pense que nous avons vu suffisamment pour aujourd'hui, mais avant de partir, nous aimerions avoir un mot en particulier avec Jean. Le garçon, étonnamment, ne montra pas d'anxiété. Il prit quelques-unes de ses miniatures préférées et suivit les assistantes sociales jusqu'à une pièce voisine. Par la porte entr'ouverte, la famille pouvait entendre sa voix claire et confiante expliquant comment il organisait sa collection, comment Michel l'aidait à raconter des histoires, comment son père apprenait à sourire à nouveau. Et à propos de tante Amélie, entendirent-ils Sophie demander gentiment. « Elle ne comprend pas », répondit Jean avec une sagesse au-delà de son âge. « Elle pense qu'être différent est quelque chose de mauvais, qui doit être réparé. Mais maman m'a appris qu'être différent est juste une façon spéciale d'être. » Quand les assistantes sociales partirent, finalement, elles laissèrent « non ». Seulement des rapports préliminaires favorables, mais aussi une sensation que la vérité venait enfin au jour. « Elles vont nous aider ?» demanda Lucas, après que tous se furent réunis dans le salon. « Oui », répondit Richard, embrassant ses fils. « Mais plus important encore, nous nous aidons les uns les autres, comme une vraie famille. » Michel était déjà occupé à créer une nouvelle page dans le carnet, montrant la famille affrontant et vainquant ses peurs ensemble. Hélène observa comment Jean s'approcha pour l'aider avec les détails, comment Lucas et Mathieu contribuaient avec des idées, comment Richard souriait véritablement en voyant ses fils heureux. Claire et François assistaient à la scène, les larmes aux yeux, témoignant enfin de la guérison qu'ils désiraient tant pour leur famille. L'amour de Béatrice, qui ne les avait jamais vraiment quittés, continuait à vivre à travers les histoires, les dessins et surtout les liens renforcés qui les unissaient maintenant. L'audience judiciaire était fixée pour ce matin-là. Le tribunal était plein. D'un côté, Amélie tremblait avec son équipe d'avocats coûteux et une expression confiante. De l'autre, la famille Moreau unie, incluant Claire et François. Hélène ajustait la cravate de Michel quand elle remarqua ses petites mains tremblantes. « Tu es nerveux, mon fils. Et si on ne peut pas rester ensemble ?» chuchota-t-il, agrippant le carnet d'histoire qu'il quittait rarement. « Nous y arriverons, » répondit-elle, essayant de transmettre une confiance qu'elle ne ressentait pas complètement. La vérité trouve toujours son chemin. Dans la salle d'attente du tribunal, Jean organisait et réorganisait ses miniatures préférées qu'il avait apportées cachées dans sa poche, une habitude qui le calmait dans les moments d'anxiété. Lucas et Mathieu restaient près de leur frère, formant une barrière protectrice silencieuse. Richard, vêtu de son meilleur costume, semblait plus nerveux que le jour de sa première réunion du conseil d'administration. Claire tenait ça, un geste qui aurait été impensable quelques mois auparavant. « Béatrice serait fière », murmura-t-elle à son gendre, « de voir comment tu as finalement ouvert ton cœur. » Avant que Richard ne puisse répondre, les portes de la salle d'audience s'ouvrirent. Le moment était venu. La première heure fut dominée par les avocats d'Amélie. Ils peignirent un tableau, calculé. Richard comme un père absent, Hélène comme une opportuniste, les enfants comme des victimes de négligence émotionnelle. Amélie, assise élégamment, essuyait occasionnellement de fausses larmes, tandis qu'elle était décrite comme une sauveuse incomprise. Ce fut quand ils appelèrent Jean à témoigner que tout changea.
Je ne veux pas y aller seul, dit-il, agrippant la main de Michel. J'ai besoin de mon ami avec moi. Le juge, après un moment de réflexion, acquiesça. Les deux enfants montèrent ensemble à la barre des témoins, le carnet d'histoire fermement tenu entre eux. Jean, commença l'avocat d'Amélie avec une fausse douceur, n'est-il pas vrai que ton père n'a jamais compris tes besoins spéciaux, que Madame Tremblay était la seule qui essayait vraiment de t'aider? Jean regarda Michel, qui acquiesça pour l'encourager, puis ouvrit le carnet. « Puis-je montrer quelque chose ?» demanda-t-il au juge qui, intrigué, accepta. « Ceci est notre carnet d'histoire », commença Jean, sa voix gagnant en force. « Nous l'avons commencé parce que j'ai trouvé le journal que ma mère écrivait sur moi. Elle me comprenait. Elle savait que je n'avais pas besoin d'être réparé. Page après page, Jean montra comment sa famille s'était transformée. Les dessins de Michel racontaient une histoire de guérison, d'amour et d'acceptation. Tante Amélie disait que j'étais un problème, continua Jean, surprenant tout le monde par sa clarté. Elle faisait pleurer maman, disant que j'avais besoin d'aller dans une institution spéciale. Mais regarde, il tourna vers une page spécifique où Michel avait dessiné Jean enseignant à ses frères les constellations, son père souriant fièrement en arrière-plan. Maintenant tout le monde comprend qu'être différent n'est pas mauvais. C'est juste différent. Amélie s'agita inconfortablement sur sa chaise quand Jean mentionna les messages qu'elle envoyait à Béatrice. Claire saisit le moment pour remettre au juge le dossier avec les preuves, messages manipulateurs, témoignages. D'autres familles, rapport favorable des services sociaux. Michel, sentant que son ami avait besoin de soutien, prit ses crayons et commença à dessiner là même, à la barre des témoins. Le juge, au lieu de le réprimander, observait avec intérêt. « Que dessines-tu » demanda-t-il gentiment. « Notre famille luttant contre la peur » répondit Michel, montrant une esquisse où tous étaient unis, affrontant une ombre qui se dissipait. L'expression confiante d'Amélie commença à vaciller. Son avocat tenta d'interrompre, mais le juge était complètement absorbé par la démonstration sincère des enfants. C'est alors qu'un fort coup de tonnerre secoua le tribunal et les lumières vacillèrent. Un orage était arrivé, comme si le ciel lui-même voulait participer à ce moment décisif. « Puis-je dire encore une chose ?» demanda Jean, sa voix tremblant légèrement avec le bruit de l'orage. Le juge acquiesça et Jean sortit de sa poche sa miniature la plus précieuse, le petit lion doré qu'il avait donné à Michel pendant sa crise. Tante Amélie dit qu'elle veut nous protéger, mais elle veut seulement nous séparer. Une vraie famille reste unie, même quand elle a peur, comme maintenant. À ce moment, un autre coup de tonnerre encore plus fort fit s'éteindre complètement les lumières. Dans l'obscurité, la voix de Jean continua, claire et courageuse. Mais ce n'est pas grave, parce que maintenant, on sait qu'on n'a pas besoin d'avoir peur du noir. On doit juste se rappeler qu'on est une constellation. On brille plus fort quand on est ensemble. Quand les lumières du tribunal revinrent, quelque chose avait changé dans l'atmosphère de la salle. Amélie Tremblay était visiblement ébranlée, son vernis de perfection commençant à se fissurer. Son avocat tentait frénétiquement de reprendre le contrôle de la situation, mais il était trop tard. Le juge, après avoir examiné soigneusement toutes les preuves, y compris les rapports des services sociaux et les témoignages des autres, familles affectées par Amélie, annonça une pause pour sa décision finale. Dans la salle d'attente, l'orage continuait à gronder dehors, mais à l'intérieur, un calme particulier s'était installé. Jean et Michel travaillaient ensemble sur une nouvelle page du carnet, tandis que Lucas et Mathieu observaient, suggérant occasionnellement des détails à ajouter au dessin. « Que créez-vous » demanda Hélène, remarquant la concentration intense sur les visages des enfants. « C'est une surprise » répondit Michel, protégeant le dessin de sa main. « On le montrera seulement quand ce sera fini. » Richard, qui marchait nerveusement dans la pièce, s'arrêta aux côtés de Claire et François. « Merci » dit-il simplement, « de ne pas avoir abandonné notre famille. »« C'est nous qui devrions te remercier » répondit François, « de nous permettre d'en faire un nouveau parti. » Claire prit la main de son gendre. « Béatrice a toujours su qu'il y avait de la bonté dans ton cœur, Richard. Elle voulait juste que tu te permettes de la montrer. » Luppy. Bruit de pas dans le couloir annonça le retour du juge. Tous retournèrent dans la salle d'audience, le cœur battant. « Avant de rendre ma décision, commença le juge, j'aimerais voir le dessin que les enfants étaient en train de faire. » Michel et Jean se regardèrent, surpris, mais apportèrent fièrement le carnet jusqu'au juge.
Sur la nouvelle page, ils avaient dessiné le tribunal transformé en jardin où toutes les ombres du passé se transformaient en fleurs colorées. Au centre, la famille entière, y compris Béatrice comme une étoile brillante, souriait, unie. « Extraordinaire », murmura le juge avant de s'adresser à la salle. Cette affaire m'a fait réfléchir profondément sur le véritable sens de la famille et du soin. Il fit une pause regardant directement Amélie. « Madame Tremblay, vos actions, bien que déguisées en préoccupation, révèlent un schéma troublant de manipulation et de contrôle. Les preuves présentées sont concluantes. » Amélie tenta de protester, mais le juge leva la main, la faisant taire. « En plus de rejeter votre demande d'intervention dans cette famille, je transmets une recommandation pour que votre fondation soit enquêtée. » Se tournant vers Richard et Hélène, son ton s'adoucit. « Quant à vous, je vois une famille qui a appris que l'amour et l'acceptation sont plus puissants que toute perfection artificielle. La demande de garde partagée des grands-parents sera accordée, non comme une imposition, mais comme une reconnaissance légale du lien que vous avez déjà reconstruit. » Jean, qui était retourné aux côtés de Michel, chuchota quelque chose, à l'oreille de son ami, qui commença immédiatement à dessiner de nouveau. Le juge, rompant tout protocole, sourit et acquiesça. Michel leva le carnet, montrant un nouveau dessin. Une balance de la justice, mais au lieu de poids, elle portait des cœurs d'un côté et des fleurs de l'autre. Jean a dit que la vraie justice, c'est quand l'amour gagne contre la peur, expliqua Michel. Amélie se leva brusquement et quitta la salle, son masque de perfection complètement détruit. Son avocat la suivit, ne laissant derrière eux que l'écho de talons hauts sur le sol de marbre. Dehors, l'orage commençait à passer. Un rayon de soleil traversa les vitraux du tribunal, créant un arc-en-ciel qui semblait bénir la famille, réunie. Richard étreignit ses fils, incluant Michel dans l'embrassade. Hélène, Claire et François les rejoignirent, formant un cercle parfait d'amour et de protection. « Regardez !» Jean pointa vers la fenêtre. « Une étoile filante ?»« Impossible !» commença à dire Lucas. « C'est le jour et... » Mais tous l'avaient vu. Une lueur spéciale dans le ciel, comme si Béatrice envoyait son propre signe d'approbation. « Vous savez ce que cela signifie ?» demanda Michel, prenant déjà ses crayons de couleur. « Nous avons besoin d'une nouvelle. Page dans le carnet, pour marquer le jour où notre constellation est devenue vraiment complète. » Et ainsi, tandis que la famille quittait le tribunal uni et fortifié, Michel et Jean commencèrent à dessiner un chapitre de plus de leur histoire. Une histoire qui prouvait que l'amour véritable ne connaît pas de limites, n'exige pas. La perfection, et par-dessus tout, a le pouvoir de guérir même les blessures les plus profondes. 6 mois s'écoulèrent depuis l'audience au tribunal. La demeure des Moreau, autrefois un lieu de silence et d'ombre, débordait maintenant de vie et de joie. Le jardin restauré avec amour par François exhibait les fleurs colorées que Béatrice aimait tant. La cuisine exhalait constamment l'arôme des cookies de Claire, et la musique résonnait à nouveau dans les couloirs. Lors d'un après-midi particulièrement significatif, Hélène organisait une petite célébration. C'était l'anniversaire de son arrivée accidentelle à la demeure, 1 an auparavant. Les enfants aidaient aux préparatifs, chacun à sa manière unique. Jean, avec sa précision caractéristique, organisait les miniatures en une exposition spéciale dans le salon. Chaque pièce racontait une partie de l'histoire de la famille, depuis les moments difficiles jusqu'aux récentes victoires. Michel accompagnait son ami, dessinant chaque ensemble dans son carnet, maintenant presque entièrement rempli. « Nous avons besoin d'un nouveau carnet », commenta Michel, montrant les dernières pages disponibles. « Et si nous en faisions un différent cette fois ?» suggéra Jean, ses yeux brillants d'excitation. « Nous pourrions utiliser ces vieilles photos que grand-mère a trouvées. » Lucas, qui aidait Mathieu à décorer le piano avec des fleurs du jardin, s'approcha intéressé. « On pourrait aussi inclure les partitions des musiques que maman jouait et les dessins du gardien nocturne, » ajouta Mathieu avec enthousiasme. Hélène observait l'interaction des garçons, le cœur plein. En 1 an, les changements étaient impressionnants. Lucas avait adouci sa posture défensive, se permettant d'être simplement un enfant. Mathieu avait découvert sa voix à travers la musique, jouant de plus en plus sur le piano restauré. Et Jean s'épanouissait, accepté et aimé exactement tel qu'il était. Richard entra dans la pièce portant une boîte mystérieuse. Son visage, autrefois perpétuellement tendu,
s'ouvrait maintenant en sourires fréquents, particulièrement quand il regardait Hélène. « J'ai trouvé quelque chose de spécial », annonça-t-il, posant la boîte sur la table. Béatrice avait un projet qu'elle n'a jamais pu réaliser. À l'intérieur de la boîte se trouvait du matériel d'artisanat, de vieilles photographies et un carnet inachevé intitulé « Notre histoire en étoiles ». C'était un projet d'album de famille qu'elle prévoyait de créer avec ses fils. « Nous pouvons le terminer pour elle ?» s'exclama Michel, imaginant déjà les possibilités artistiques. Claire, qui entrait avec un plateau de cookies tout juste sorti du four, s'arrêta, émue en voyant le projet de sa fille. Elle disait toujours qu'elle voulait créer quelque chose qui unirait les différentes formes d'expression des garçons. Et maintenant, nous avons suffisamment d'artistes pour réaliser ce rêve, commenta François, regardant affectueusement. Richard prit Hélène par la main, la conduisant jusqu'à la véranda pendant que les enfants et les grands-parents commençaient à planifier le nouveau projet. Le coucher de soleil peignait le ciel de tons roses et dorés, créant un moment parfait. « Je n'aurais jamais imaginé qu'une erreur des ressources humaines puisse tant changer nos vies, » dit-il, sa voix douce. « Peut-être que ce n'était pas qu'une erreur, » répondit Hélène. « Peut-être que c'était Béatrice, guidant notre constellation pour qu'elle se complète. » Richard sortit une petite boîte de sa poche. « En parlant de constellation, j'ai réalisé qu'il manquait quelque chose pour la rendre officielle. » Le cœur d'Hélène s'emballa en voyant la bague délicate sertie de petites étoiles. « Richard, épouse-moi » demanda-t-il simplement. « Non pas parce que j'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper des garçons, mais parce que tu nous as appris à aimer à nouveau. Nous tous. » Avant qu'Hélène ne puisse répondre, ils entendirent un petit tumulte venant du salon. Les enfants avaient suivi le couple jusqu'à la véranda, incapables de contenir leur curiosité. « Dis oui, maman !» implora Michel, ses yeux brillants d'expectative. « S'il te plaît !» ajoutèrent les triplés à l'unisson. Claire et François observèrent depuis la porte, des sourires émus sur leurs visages. L'amour que Béatrice avait tant désiré pour sa famille avait finalement trouvé son chemin. « Oui !» répondit Hélène, des larmes de bonheur coulant sur son visage. « 1000 fois oui !» Les garçons célébrèrent et Michel prit immédiatement son carnet pour enregistrer le moment. Jean s'approcha de lui, suggérant des détails pour le dessin. « Mais une étoile, très brillante au-dessus de nous tous, la plus grande de toutes. »« Maman ?» demanda doucement Lucas. « Oui, sourit Jean, elle est toujours ici, dans notre constellation. » Richard serra Hélène et les enfants dans ses bras, tandis que Claire et François se joignaient au groupe. Le coucher de soleil poursuivait son spectacle, comme si le ciel lui-même célébrait ce moment d'amour et de renouveau. Le jour du mariage se leva sous un ciel parfaitement bleu. Le jardin de la demeure, cadre choisi pour la cérémonie, était transformé. François avait créé une allée de fleurs qui menait à une arche décorée de petites lumières, comme des étoiles terrestres. Michel et Jean avaient passé la semaine précédente à créer des décorations spéciales, des dessins encadrés racontant l'histoire de la famille, depuis les moments difficiles jusqu'au bonheur présent. Le dernier tableau, volontairement laissé à moitié, attendait d'immortaliser ce jour particulier. Les triplés, élégants dans leurs costumes bleus, avaient des rôles spéciaux dans la cérémonie. Lucas porterait les alliances, Mathieu jouerait du piano pendant l'entrée d'Hélène, et Jean avait préparé une surprise spéciale. Quand la musique commença, tous les invités se tournèrent pour voir Hélène, radieuse dans sa robe simple mais élégante. Michel marchait à ses côtés, fier dans son rôle de page. Mais c'est en arrivant à l'hôtel que la véritable surprise survint. Jean se leva, tenant son microphone avec une confiance nouvellement découverte. Sa voix, claire et émue, commença à réciter. Maman disait toujours que les familles sont comme des constellations. Certaines étoiles brillent plus fort, d'autres plus doucement, mais toutes sont importantes pour former le ciel entier. Notre constellation était incomplète, jusqu'à ce que de nouvelles étoiles arrivent pour faire briller notre ciel à nouveau. Il n'y avait pas un œil sec dans le jardin. Richard, particulièrement, luttait pour contenir son émotion en voyant son fils le plus réservé s'exprimer avec tant de beauté. Claire et François, assis au premier rang, tenaient le nouvel album de famille qu'ils avaient créé ensemble, le projet inachevé de Béatrice maintenant complété avec amour par plusieurs mains. Ces pages racontaient une histoire de perte, de guérison et de recommencement.
Pendant l'échange des vœux, Michel surprit tout le monde en remettant à Hélène et Richard un dessin spécial. Il montrait Béatrice comme un ange gardien, bénissant l'union d'un sourire radieux. « Elle est là », murmura Michel. Jean m'a aidé à la dessiner exactement comme elle était sur les photos. Le moment le plus touchant vint quand, après la cérémonie, les enfants guidèrent les invités vers une partie spéciale du jardin. Là, François avait créé un petit observatoire, un espace circulaire entouré de roses avec un télescope au centre. « Pour toujours pouvoir voir nos étoiles », expliqua Jean, ajustant le télescope avec la précision qui le caractérisait. Le soir, pendant la fête, Mathieu offrit au couple une musique qu'il avait secrètement composée. Les notes du piano racontaient leur propre histoire d'amour et de guérison, faisant pleurer Claire qui reconnaissait des touches du style de Béatrice dans la mélodie de son petit-fils. Lucas, toujours le protecteur, fit un bref discours qui surprit tout le monde par sa maturité. Avant, on pensait que la famille devait être parfaite. Maintenant, nous savons que la famille, c'est aimer les uns les autres, même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. Tandis que la fête continuait, Hélène et Richard trouvèrent un moment tranquille pour observer leur famille. Michel et Jean montraient aux invités leur exposition d'art et de miniatures. Mathieu jouait du piano avec sa grand-mère, pendant que Lucas enseignait à François comment utiliser le télescope. « Tu sais ce qui est le plus incroyable ?» commenta Hélène, appuyant sa tête sur l'épaule de son désormais mari. « Chacun d'eux a trouvé sa propre façon de briller. »« Grâce à toi, » répondit Richard, embrassant son front. « Tu nous as appris à regarder au-delà des ombres. » Un mouvement soudain attira leur attention. Les enfants s'étaient rassemblés autour du dernier tableau vierge de l'exposition. Michel, avec ses crayons de couleur, commençait à dessiner la scène du mariage. « N'oubliez pas l'étoile la plus brillante », rappela Jean pointant vers le ciel dans le dessin. « Et toutes les autres étoiles qui nous ont aidés à arriver jusqu'ici », ajouta Lucas. « Comme une véritable constellation », compléta Mathieu, ses mains encore sur les touches du piano. Hélène observa les enfants travaillant ensemble sur le dessin final, chacun contribuant à sa manière unique. Michel avec son art, Jean avec ses détails précis, Lucas avec ses idées protectrices, et Mathieu ajoutant des notes musicales autour de la scène. Le ciel nocturne au-dessus d'eux était parfaitement étoilé, comme si l'univers lui-même célébrait l'union de cette famille spéciale. Une famille construite non par obligation ou convention, mais par choix, amour et compréhension. Et quelque part, parmi les étoiles les plus brillantes, Béatrice souriait, sachant que sa famille avait finalement retrouvé le chemin vers la lumière, vers l'amour et surtout les uns vers les autres.